Jack London, La peste écarlate, chapitre 3. Le vieillard essuya ses larmes de ses doigts grasseux. Puis il reprit son récit d'une voix chevrotante qui devint plus ferme à mesure qu'il s'animait au cours de son récit. Ce fut pendant l'été de 2013 que se déclara la peste écarlate. Bec de Lièvre manifesta bruyamment sa joie en battant des mains. J'avais 27 ans. Des télégrammes. Bec de Lièvre fronça le sourcil. « Des quoi ?» demanda-t-il. « Encore des mots qu'on ne comprend pas. » Edwin le fit taire et l'ancêtre continua. En ce temps-là, les hommes parlaient entre eux à travers l'espace, à des milliers et des milliers de milles de distance. C'est ainsi que la nouvelle arriva à San Francisco, qu'un mâle inconnu s'était déclaré à New York. Dans cette ville, la plus magnifique de toute l'Amérique, vivaient 27 millions de personnes. Tout d'abord, on ne s'alarma pas outre mesure. Il n'y avait eu que quelques morts. Les décès cependant avaient été très prompts, paraît-il. Un des premiers signes de cette maladie était que la figure et tout le corps de celui qui en était atteint devenaient rouges. Au cours des 24 heures qui suivaient, on apprit qu'un cas s'était déclaré à Chicago, une autre grande ville. Et le même jour, la nouvelle fut publiée que Londres, la plus grande ville du monde après New York et Chicago, luttait secrètement contre ce mal depuis 2 semaines déjà. Les nouvelles en avaient été censurées. Je veux dire que l'on avait empêché qu'elles se répandissent dans le reste du monde. Cela semblait grave, évidemment, mais nous autres, en Californie, et il en était partout de même, nous n'en fûmes pas affolés. Il n'y avait personne qui ne fût assuré que les bactériologistes trouveraient le moyen d'annihiler ce nouveau germe, tout comme ils l'avaient fait par le passé pour d'autres germes. Ce qui était pourtant inquiétant, c'était la prodigieuse rapidité avec laquelle ce germe détruisait les humains. Et aussi que quiconque était atteint mourrait infailliblement. Pas une guérison. On avait déjà connu la fièvre jaune, une vieille maladie qui, elle non plus, n'était pas tendre. Le soir, vous étiez attablé avec une personne en bonne santé, et le lendemain, si vous étiez levé assez tôt, vous pouviez voir passer sous vos fenêtres le corbillard qui emportait votre convive de la veille. La peste nouvelle était plus expéditive encore. Elle tuait beaucoup plus vite. Souvent 1 heure ne s'écoulait pas entre les premiers signes de la maladie et la mort. Parfois on traînait pendant plusieurs heures. Mais parfois aussi 10 ou 15 minutes après les premiers symptômes, tout était terminé. Le cœur, tout d'abord, accélérait les battements, et la température du corps s'élevait. Puis une éruption d'un rouge violent s'étendait comme un érésipèle sur la figure et sur le corps. Beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de l'accélération du cœur ni de la hausse de leur température. Ils n'étaient avertis qu'au moment où l'éruption se manifestait. Des convulsions accompagnaient d'ordinaire cette première phase de maladie, mais elles ne semblaient pas graves, et après leur passage, celui qui les avait surmontées redevenait soudain très calme. C'était maintenant une sorte d'engourdissement qui l'envahissait. Il montait du pied et du talon, puis gagnait les jambes, les genoux, les cuisses et le ventre, et montait toujours. Au moment même où il atteignait le cœur, c'était la mort. Aucun malaise, ni délire n'accompagnait cet engourdissement progressif. L'esprit restait clair et net, jusqu'à l'instant où le cœur se paralysait et cessait de battre. Et ce qui était non moins surprenant, c'était, après la mort, la rapidité de décomposition de la victime. Tandis que vous la regardiez, sa chair semblait se désagréger, se dissoudre en bouillie. Ce fut une des raisons de la rapidité de la contagion. Des milliards de germes du cadavre se retrouvaient en liberté instantanément. Dans ces conditions, toute lutte de la science était vaine. Les bactériologistes périssaient dans leur laboratoire, à l'instant même où ils commençaient l'étude de la peste écarlate. Ces savants étaient des héros. Dès qu'ils tombaient, d'autres se levaient pour prendre leur place. Un savant anglais réussit à Londres, le premier, à isoler le germe. La nouvelle en fut télégraphiée partout et chacun se mit à espérer. Mais Trask, c'était le nom de ce savant, mourut dans les 30 heures qui suivirent. Le fameux germe était trouvé cependant, et tous les laboratoires luttèrent d'ardeur afin de découvrir le germe contraire qui tuerait celui de la peste écarlate. Tant d'efforts échouèrent. Bec de Lièvre, ici, interrompit. « Les hommes de votre temps étaient fous, grand-père. Ces germes étaient invisibles, avez-vous dit ?
et ils prétendaient les combattre avec d'autres germes, invisibles eux aussi. C'est bien pour cela qu'ils sont morts. Lutter contre ce qu'on ne sait pas, à l'aide de ce que l'on ignore. En voilà des sornettes. L'ancêtre aussitôt rouvrit la fontaine de ses pleurs. Edwin se hâta de le consoler et de morigéner Bec de Lièvre. « Écoute-moi bien un peu, dit-il à celui-ci. Tu crois bien, toi, à des tas de choses que tu ne peux voir. » Et comme Bec de Lièvre secouait la tête, « Parfaitement, poursuivit-il. Tu crois aux morts qui marchent, et tu n'en as jamais vu se promener. » Bec de Lièvre protesta. « Si, j'en ai vu errer l'hiver dernier, lorsque j'étais avec papa à la chasse au loup. » « Je l'admets, concéda Edwin, mais tu ne nieras pas que tu craches toujours dans l'eau chaque fois que tu traverses une rivière ou un torrent ? Soit, c'est pour éloigner de moi le mauvais sort. Tu crois donc au mauvais sort ? Certainement. Edwin conclut victorieusement. Peux-tu me dire où tu l'as jamais vu le mauvais sort ? Nulle part, n'est-ce pas ? Tu es donc tout pareil à grand-père et avec ses germes. Tu crois à des choses que tu ne vois pas. Continue, grand-père. Bec de Lièvre, fort mortifié par ce raisonnement topique, demeura penaud et ne répondit rien. L'aïeul reprit la parole. Maintes fois encore il fut interrompu par les questions des enfants et par leurs disputes, tandis qu'ils se jetaient de l'un à l'autre leurs doutes et leurs objections, s'efforçant de suivre l'aïeul dans ce monde évanoui qui leur était inconnu. Mais afin d'alléger ce récit, nous ne ferons pas comme les enfants, et nous ne le couperons plus de leurs réflexions. La mort écarlate, contait l'aïeul, fit un jour son apparition à San Francisco. Le premier décès, je m'en souviens encore, survint un lundi matin. Le lendemain, mardi, les hommes tombaient comme des mouches à San Francisco et à Oakland. On mourait partout, dans son lit, à son travail, en marchant dans la rue. Le jeudi, je fus pour la première fois témoin d'une de ces morts foudroyantes. Miss Colbrane, une étudiante de mes élèves, était assise devant moi, dans la salle du cours. Tandis que je parlais, je remarquai soudain que son visage devenait écarlate. Je m'arrêtai de parler. Je me mis à la fixer. Tous les autres élèves firent comme moi, car nous savions dès lors que le terrible fléau venait de s'introduire parmi nous. Les jeunes femmes, épouvantées, se prirent à crier et se précipitèrent hors de la salle. Puis les jeunes gens sortirent à leur tour, sauf deux. Miss Colbrane fut saisie de quelques menues convulsions qui ne durèrent pas plus d'une minute. Un des jeunes gens lui porta un verre d'eau. Elle le prit, en but quelques gouttes et s'écria « Mes pieds ! Je ne sens plus mes pieds !» Un instant après, elle ajouta « Je n'ai plus de pieds ! Ou du moins j'ignore si je les ai encore. Mes genoux maintenant sont froids. Je ne sens plus mes genoux. » Elle s'était étendue sur le parquet, un petit tas de livres et de cahiers sous la tête. Nous ne pouvions rien faire pour elle. L'engourdissement et le froid gagnaient la ceinture, puis le cœur, et quand il eut atteint le cœur, elle mourut. J'avais observé l'heure à l'horloge. En 15 minutes, elle était morte. Là, dans ma propre classe, morte. C'était, à l'instant d'avant, une jeune femme pleine de vie et de santé, une robuste et belle jeune fille, et 15 minutes, oui, pas plus, s'était écoulé entre le premier symptôme du mal et le dénouement. Tandis que, durant ce quart d'heure, j'étais demeuré dans ma classe avec la moribonde, l'alarme avait été donnée dans l'université. Partout, les étudiants, nombreux de plus d'1 millier, avaient fui les salles de cours et les laboratoires. Quand je sortis, afin d'aller présenter mon rapport au président de la faculté, je trouvai devant moi le désert. Seuls quelques traînards traversaient encore les cours intérieurs pour s'enfuir chez eux. Certains couraient. Je trouvai le président Hogg dans son bureau, seul et pensif. Il me parut plus vieux et plus blanchi, avec les rides de la figure qui se marquaient d'une façon anormale. Quand il m'aperçut, il parut revenir à lui. Il se leva, se dirigea en titubant vers la porte de son bureau, qui était opposée à celle par où j'étais entré. Il sortit, fit claquer cette porte derrière lui. Il en ferma à clé la serrure. Il savait, vous comprenez bien, que j'avais été exposé à la contagion, et il avait peur. À travers la porte, il me cria de m'en aller. Je fis ainsi, et jamais je n'oublierai la sensation terrible que j'éprouvais en traversant les cours et les corridors déserts. Ce n'était pas que je craignisse, j'avais été exposé, et déjà je me considérais comme mort.
Mais devant cet arrêt soudain de l'existence, dont j'avais été témoin autour de moi, il me semblait que j'assistais à la fin du monde. Cette université avait été ma vie, ma raison d'être. Mon père y avait été professeur avant moi, et son père avant lui. Moi, j'y avais fait toute ma carrière, à laquelle, en naissant, j'étais prédestinée. Depuis 1 siècle et demi, cette immense maison avait toujours marché sans arrêt aucun, comme une machine merveilleuse. Et maintenant, tout à coup, elle avait cessé de vivre. Le flambeau 3 fois sacré de mon autel s'était éteint. J'étais anéantie d'horreur, une horreur inexprimable. Je rentrai chez moi. Dès qu'elle me vit, ma gouvernante se mit à hurler et prit la fuite. Je sonnai la femme de chambre, personne ne vint. Elle était partie, elle aussi. Je fis le tour de la maison et trouvai dans la cuisine la cuisinière qui préparait sa valise. Elle poussa de grands cris à mon aspect et se sauva en laissant tomber la valise, avec tous ses effets personnels. Elle traversa la propriété en courant et en criant toujours. Aujourd'hui encore, j'ai ces cris dans l'oreille. Ce n'était pas l'usage, mes enfants, vous comprenez comme moi, d'agir ainsi, en temps ordinaire avec des malades. Non, on ne s'affolait pas de la sorte. On envoyait chercher les docteurs et les infirmières, qui vous appliquaient très calmement un traitement approprié. Ici, le cas était différent, le mal tuait sans manquer son coup. Il n'y eut pas un seul exemple de guérison. Je me trouvais seule dans la maison, qui était fort vaste. J'y attendais le retour de mon frère, lorsque résonna la sonnerie du téléphone. En ce temps-là, je vous l'ai dit, les hommes pouvaient à distance communiquer entre eux à l'aide de fils qui couraient en l'air ou dans le sol, ou même sans fil. C'était mon frère qui me parlait. Il me disait qu'il ne rentrerait pas à la maison, de peur de se contaminer à mon contact, et qu'il avait conduit mes 2 sœurs chez le professeur Bacon, mon collègue. Il me conseillait de demeurer tranquille au logis jusqu'à ce que je connusse si oui ou non j'avais gagné la peste. Je ne disconvins pas qu'il eût raison, et restai chez moi. Comme j'avais faim, j'essayais pour la première fois dans ma vie de me faire un peu de cuisine. La peste ne se déclarait pas. Par le téléphone, je pouvais causer avec qui je voulais et connaître les nouvelles du dehors. Je pouvais également communiquer avec le monde extérieur par le truchement des journaux. Je donnai l'ordre qu'on m'en lançât des paquets par-dessus la grille d'entrée de la propriété. Je sus ainsi que New York et Chicago étaient en plein chaos. Il en était de même dans toutes les grandes villes. Le tiers des policemen de New York avaient déjà succombé. Le chef de la police et le maire étaient morts. Tout ordre social, toute loi avait disparu. Les corps restaient étendus dans les rues, là où ils étaient tombés, sans sépulture. Les trains et les navires, qui transportaient coutumièrement jusqu'aux grandes villes les vivres et toutes sortes de choses nécessaires à la vie, ne fonctionnaient plus. Et les populaces affamées pillaient les boutiques et les entrepôts. Partout régnait le meurtre, le vol et l'ivresse. Des millions de personnes avaient déjà déserté New York, comme les autres villes. Les riches d'abord étaient partis dans leurs autos, leurs avions, leurs dirigeables. Les masses avaient suivi, à pied ou en véhicule de louage ou volé, portant la peste avec elles à travers les campagnes, pillant et affamant sur leur passage les petites villes, les villages et les fermes qu'elles rencontraient. L'homme qui, de New York, expédiait ses nouvelles à travers l'Amérique, l'opérateur de télégraphe sans fil, était seul avec son instrument au fait d'une tour élevée. Il annonçait que les quelques habitants demeurés dans la ville, 100 de milles environ, étaient comme fous de terreur et d'ivresse, et que tout autour de lui s'élevaient de grands feux dévastateurs. Cet homme, resté par devoir à son poste, quelque obscur journaliste sans doute, fut, comme les savants, penché sur leurs éprouvettes, un héros. Depuis 24 heures, annonçait-il, pas un aéroplane, pas un transatlantique n'était plus arrivé d'Europe, plus même un message. Le dernier qui lui fut parvenu venait de Berlin, une ville d'un pays nommé l'Allemagne. Il disait qu'un illustre bactériologiste nommé Hofmeyer avait découvert enfin le sérum de la peste écarlate. Ce fut la dernière nouvelle qui nous parvint d'Europe. Ce qui est en tout cas certain, c'est que cette découverte était venue trop tard, pour l'Europe comme pour nous.
sans quoi les derniers survivants américains n'auraient pas manqué de voir arriver un jour de l'ancien monde quelques explorateurs curieux, désireux de se rendre compte de ce que nous étions devenus. Il paraissait évident que le fléau avait fait une semblable extermination de l'humanité dans l'un comme dans l'autre hémisphère, et que quelques vingtaines d'hommes là-bas comme ici avaient seuls survécu. Durant un jour encore, les sans-fils de New York nous parvinrent. Puis ils firent défaut. L'homme qui les expédiait, perché sur sa tour, était mort sans doute de la peste écarlate. À moins qu'il n'eût été consumé par cet immense incendie que lui-même avait décrit et qui dévastait tout autour de lui. Ce qui s'était produit à New York avait eu lieu de façon identique à San Francisco et dans la banlieue. Dès le mardi, les gens mouraient si rapidement que les survivants ne pouvaient plus prendre soin des cadavres qui gisaient partout. Au cours de la nuit suivante, ce fut la panique, et l'exode commença vers les campagnes. Imaginez-vous, mes enfants, des troupes d'hommes plus nombreuses que des bandes de saumons que vous avez vues souvent remonter le fleuve Sacramento, des troupes d'hommes que dégorgeaient des villes qui, comme des bandes de fous, se déversaient sur les campagnes, dans un inutile effort pour fuir la mort qui s'attachait à leurs pas. Car ils emportaient les germes avec eux, ces germes invisibles, mes chers enfants, dont je vous parlais tout à l'heure. Même les aéroplanes des riches qui fuyaient vers les montagnes et vers les déserts, espérant y trouver la sécurité, les transportaient sur leurs ailes. Des centaines de ces aéroplanes s'enfuirent vers Hawaï. Ils y trouvèrent la peste déjà installée. Cela encore nous l'apprîmes par les dépêches des sans-fils, jusqu'au moment où il ne resta plus d'opérateurs dans les postes pour recevoir et expédier les messages. Il y avait de la stupeur dans ce manque progressif de communication avec le reste du monde. Il semblait que le monde lui-même cessait d'exister, qu'il s'évanouissait et disparaissait. Voilà 60 ans qu'il a cessé d'exister pour moi. Je sais qu'il doit y avoir des territoires qui furent New York, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais jamais plus, depuis 60 ans, je n'en ai entendu parler. Ce fut un écroulement total, absolu. 10 000 années de culture et de civilisation évaporèrent comme l'écume en un clin d'œil. Pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous au chapitre suivant. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.